Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation à participer à ce workshop sur les dialogues entre expérience et représentation de la guerre au XXe siècle. Je m'appelle Juliette Sauvage et je suis doctorante à l'Université de Picardie Jules Verne, rattachée au laboratoire Cercle et CHSSC. Je prépare actuellement une thèse sur Roland d'Orgelès, auteur dont je vais vous parler aujourd'hui dans une présentation qui s'intitule « De l'expérience à l'écriture, parcours de Roland d'Orgelès, témoin de la Grande Guerre ». S'il est un écrivain au nom souvent méconnu de nos contemporains et en particulier du grand public, il n'en est pas moins l'auteur de l'une des œuvres les plus emblématiques de la production littéraire sur la Grande Guerre, Les Croix de bois. Nous reviendrons sur son expérience de la guerre, sur la manière dont il a choisi de l'écrire et sur l'importance que revêt ce conflit dans son œuvre. Nous verrons que le cas de Dorgelès permet d'interroger plus généralement la dynamique du témoignage en France et que son exemple est représentatif du lien et parfois du conflit entre expérience et représentation de la guerre. Quand il naît en 1885 à Amiens en Picardie, Roland d'Orgelès ne porte pas encore ce nom. Il s'appelle Roland Lécavelet. En 1903, il arrive à Paris et c'est à Montmartre, parmi les peintres, les poètes, les illustrateurs, les romanciers, les sculpteurs, que le jeune journaliste s'épanouit. La vie de bohème dans ce quartier de Paris est une vie d'artiste, une existence marginale, teintée d'excentricité. C'est un univers haut en couleurs qui porte toute l'énergie de la jeunesse et de l'innocence, que viendra bientôt briser la Première Guerre mondiale. Avant le conflit de 14-18, Roland Lécavelet est journaliste. À partir de 1907, il prend le pseudonyme d'Orgelès et signe de ce nom la plupart de ses textes. Il travaille alors depuis 3 ans dans plusieurs journaux français tels que Paris Journal, Rire, Fantasio ou Le Sourire. Et il s'est particulièrement fait connaître par son humour et son ton satirique. Sa popularité lui permet d'écrire dans un nouveau quotidien, L'Homme libre, fondé en 1913 par Georges Clemenceau. Dorgelès fait partie des cautions divertissantes de ce journal à l'orientation clairement politique. Malgré quelques désaccords idéologiques, notamment dus à l'esprit antimilitariste montmartrois auquel Dorgelès est sensible, les deux hommes collaborent plus d'une année durant. Roland d'Orgelès est réformé en 1906, en raison d'une affection pulmonaire l'ayant atteint l'année précédente. L'armée n'est guère enthousiaste à l'idée d'intégrer les jeunes artistes de Montmartre à la santé fragile. Au moment où la guerre est déclarée, le journaliste de 29 ans n'est donc pas mobilisé. Il décide pourtant de s'engager, ne supportant pas de rester en retrait malgré les protestations de sa mère et de son amante Madeleine. Pendant presque tout le mois d'août, Dorgelès entreprend des démarches. Il va même jusqu'à demander le soutien de Clemenceau. Ce recours n'aura pas d'effet, mais la situation de l'armée française lui permet d'être recruté et d'être finalement affecté au 74e régiment d'infanterie de Rouen, en Normandie, le 21 août 1914. Il arrive au front dans la seconde moitié du mois de septembre. Il est alors versé au 39e régiment d'infanterie sous les ordres du général Mangin. Le régiment ayant souffert de grandes pertes lors de la bataille de Charleroi, les rangs en sont éclaircis et le besoin de nouveaux soldats se fait sentir. Il combat d'abord dans le secteur de Reims et Berry-au-Bac, où se situe Hermonville, le moulin de Courroy et le bois du Luxembourg. C'est là que se déroule le 16 février 1915 une bataille qui va fortement le marquer. À la mi-avril, Roland d'Orgelès change de secteur et se rapproche du chemin des Dames en étant cette fois entre Berry-au-Bac et Pont-Aven, où se trouve la côte 108, le Mont Doyen. C'est principalement du temps passé dans ces deux secteurs que Dorgelès va tirer l'inspiration de son roman Les Croix de bois. Le 16 mai 1915, son régiment est relevé et se déplace à Neuville-Saint-Va, au nord d'Arras, une dizaine de jours plus tard. Une bataille y est engagée, avec un épisode qui bouleverse particulièrement l'auteur, les combats dans le cimetière le 3 juin. 5 jours plus tard, Roland d'Orgelès est blessé, mais il reste malgré tout à son poste jusqu'au 10 juin. Le 28 juin 1915, il est cité à l'ordre de son régiment. Le soldat Lécavelet, de la compagnie de mitrailleurs, d'une valeur morale remarquable, a, sous un bombardement intense et malgré la mise hors de combat de tous les servants de sa mitrailleuse, assuré seul le fonctionnement de sa pièce, blessé lui-même, a refusé de se laisser évacuer et a continué à tirer. Une fois la bataille terminée, il part en convalescence puis a enfin sa première permission. Mais il ne reviendra jamais au front. Le 15 septembre, il devient mécanicien dans l'aviation et plus tard élève pilote. Or, il est de nouveau blessé lors d'un accident d'avion le 21 juin 1916, sans avoir eu le temps de prendre part au combat dans ce nouveau corps de l'armée. Il finit la guerre avec le grade de caporal et le poste d'inspecteur d'aviation à Longwy,
en Côte d'Or. Dorgelès est démobilisé le 1er avril 1919, exactement le même jour que la parution des Croix de bois, livre qui lui confère une grande notoriété et qui, encore aujourd'hui, est vu comme l'un des modèles du roman de guerre de 14-18. C'est durant les mois passés à Longwy que Dorgelès écrit les Croix de bois. Il y bénéficie du calme nécessaire pour s'adonner à son activité d'écriture et il reprend ainsi tranquillement tous ses souvenirs, encore frais du front, pour les réunir dans son roman. Il place son expérience dans le vécu de ses personnages et il a tellement de matière qu'il est obligé de condenser les Croix de bois et de retirer les passages, les manuscrits étant bien trop longs. Il en tire ainsi un deuxième livre, Le cabaret de la belle femme, un recueil réunissant les chapitres et les épisodes de la guerre que l'auteur a dû laisser de côté. Dans Souvenirs sur les Croix de bois, paru en 1929, et Bleu Horizon en 1949, il revient sur la jeunesse de ses textes et identifie les points communs entre sa guerre et celle de ses personnages. Ainsi, l'épisode de son engagement volontaire, de la longue file d'attente pour avoir le droit de partir au combat, donne le premier chapitre du cabaret de la belle femme. La scène du départ, la fleur au fusil, quant à elle, est celle qui surgit la première du flot de ses souvenirs quand il écrit les Croix de bois. Si Dorgelès a choisi de ne pas donner les vraies dates et les noms des lieux où se déroule l'action dans les Croix de bois, il est possible de faire des recoupements et d'établir des liens. Quand il pose dans Bleu Horizon les équivalences entre les lieux de son roman et ceux où lui-même s'est rendu pendant la guerre, il établit d'emblée le principe d'un passage d'une expérience singulière à un récit qui se veut universel. Je cite « Le moulin sans aile des Croix de bois, c'est le moulin de Cauroy, dont il ne subsiste qu'une pauvre carcasse envahie par les herbes, mais l'histoire d'espionnage que je suggère ne repose sur rien. Le mont Calvaire, c'est le mont Doyen, mais j'y situe un drame qui s'est déroulé en Argonne. Le jardin des morts, c'est un cimetière d'Artois, mais chaque soldat a pu occuper le même, d'un bout à l'autre du front. » En effet, ces lieux identifiables et a priori singuliers deviennent dans le roman symboliques. Par exemple, le mont Doyen, devenu le mont Calvaire dans le roman, représente à lui seul l'expérience de la guerre des mines. De plus, il entend narrer des épisodes que chaque soldat, chaque ancien combattant, où qu'il se soit trouvé sur le front, pourra reconnaître. Dorgelès porte la volonté d'offrir au plus grand nombre un roman où chacun verra la guerre qu'il a vécue. Deux lieux symbolisent l'évolution de son projet littéraire, un endroit emblématique de ses mois passés au front, et celui où il a enfin pu trouver le calme nécessaire à l'écriture. Ici, c'est Cauroy où, pour la première fois, j'ai pensé à mon livre. Là, c'est Longwy, où j'ai commencé à l'écrire. S'il a conçu son œuvre dans l'agitation du front, c'est à un bureau qu'il va la rédiger. On entrevoit une double facette de l'auteur, d'un côté l'homme de terrain, de l'autre l'écrivain, au travail dans son atelier. Il met de lui dans ses personnages. Le héros, Gilbert de Machy, est, comme Dorgelès à son arrivée au front, un jeune Parisien naïf, engagé volontaire, ne connaissant rien à la guerre et à sa réalité. Très vite, il regrette son engagement qu'il considère comme un emballement. Le narrateur, Jacques Larcher, est un écrivain qui, à la fin du roman, décide de prendre la plume pour raconter l'histoire de ses camarades, comme le fait Dorgelès. Dans le dernier chapitre, Jacques dit ainsi « Tout seul, dans un rêve taciturne, j'ai remis sac au dos, et, sans compagnon de route, j'ai suivi en songe votre régiment de fantômes. » Les Croix de bois est un roman qui raconte des épisodes de la guerre vécus par Dorgelès, certes, mais qui ne se limite pas au récit d'une expérience individuelle. Il rend hommage à tous les autres combattants, et cela explique que l'écrivain ait choisi de mettre de côté la précision spatio-temporelle. Chacun peut se projeter dans le roman et y reconnaître son propre vécu. Si Les Croix de bois est sans aucun doute le roman le plus célèbre de Roland Dorgelès, il est aussi réputé pour être son premier livre. Or, l'écrivain combattant a collaboré dès 1916, après la convalescence consécutive à son accident d'avion, avec Régis Gignoux, journaliste et dramaturge, pour l'écriture d'un feuilleton intitulé La machine à finir la guerre, destiné à paraître dans le journal L'Heure. À partir d'une idée de Gignoux, les deux hommes écrivent ce petit roman satirique que l'on pourrait classer dans le genre du merveilleux scientifique, ancêtre français de la science-fiction. Ils y relatent l'histoire de Monsieur Toulevent, un vieillard patriote qui découvre par hasard dans un ancien journal l'annonce d'un jeune ingénieur à la recherche de capitaux pour mettre au point une machine capable de mettre fin à n'importe quelle guerre. Gignoux prend en charge la première partie du roman, dans laquelle Toulevent cherche des soutiens, qu'il ne trouve pas car personne ne veut voir la guerre finir, et prépare son expédition au front pour retrouver l'ingénieur engagé au combat.
Dorgelès, quant à lui, récupère les personnages et les lecteurs à la gare et les amène au front pour les faire passer, je cite, plus près de la guerre, du roman à la réalité. Il plonge ainsi ces personnages parisiens, des civils, au cœur de la vie des soldats, le temps de quelques pages. Si Gignoux n'a pas eu la charge de ces chapitres, c'est parce que lui-même n'a pas connu les tranchées. Il fallait un combattant, quelqu'un qui comprenne le vécu au front, quelqu'un qui en ait fait d'expérience. L'intrigue se conclut sur le retour de la paix, non par l'action de la machine elle-même, mais par son effet dissuasif qui pousse l'état-major allemand, inquiet, à demander un armistice. Ce n'est pourtant pas sur une note d'espoir que Dorgelès laisse le lecteur, mais sur les mots d'un industriel que la paix rend fou. C'est une trahison, on vous fusillera tous, vive la guerre, jusqu'au bout, je vends des machines, achetez-moi des machines, on les aura. La réalité est tout autre que cet armistice fantasmé. La guerre dure toujours, elle n'en finit pas, et nombreux sont ceux qui n'ont pas intérêt à la voir s'achever. Grâce à la machine à finir la guerre, Dorgelès obtient une belle somme pour démarrer sa carrière d'écrivain, une renommée, et surtout rencontre celui qui deviendra l'éditeur de toute son œuvre, Albin Michel. L'esprit de ce premier roman n'est pas sans évoquer et préparer Les Croix de Bois, où le style est plus abouti et les thématiques approfondies. Évoquons notamment les métaphores récurrentes, telles que les soldats au front représentés dans un état intermédiaire entre la vie et la mort. Dans La machine à finir la guerre, il y a, je cite, « les dormeurs bleus couchés entre les lignes », c'est-à-dire les morts, et, je cite encore, « les autres qui attendent », donc des vivants en sursis. Au front, les vivants ressemblent aux morts, et les morts sont encore un peu vivants. Et c'est l'image du sommeil qui les réunit, comme ici dans Les Croix de Bois. Non, je ne veux plus les voir dormir. Le sommeil écrasant qui les emporte ressemble trop à l'autre sommeil. Cette image se retrouve également dans un roman plus tardif de Dorgelès, paru en 1923, portant cette fois sur l'après-guerre et dont le titre est évocateur, Le réveil des morts. Ce livre narre la reconstruction de la région du Chemin des Dames à partir de l'année 1919. Les défunts y sont décrits comme des dormeurs décharnés, et c'est durant son sommeil que le personnage principal voit ses camarades lui apparaître, et qu'il comprend la nécessité de porter leur voix et leurs souvenirs. Dans Les Croix de Bois, c'est le narrateur qui prend en charge cette transmission de la parole des soldats morts. Il se donne pour mission de leur redonner vie et de rappeler leur existence à ceux qu'il désigne comme des vivants ingrats. Le mépris des vivants, les non-combattants, pour les soldats morts est le même que celui qui est dénoncé dans La machine à finir la guerre. Là aussi, la société est divisée en deux, ceux qui combattent et ceux qui ignorent la réalité du front. D'autres thèmes sont communs aux deux romans, ainsi qu'au réveil des morts. Il y a par exemple l'amertume des soldats envers les femmes oublieuses, qui se cristallise bien souvent autour de la correspondance, des lettres. Les femmes sont rendues responsables de la baisse de morale des soldats, et parfois même de leur mort. L'avant-dernier chapitre des Croix de Bois porte sur cette problématique d'une correspondance inégale et aborde le thème de l'infidélité des femmes, qui sera ensuite central dans le réveil des morts. Cette représentation des rapports hommes-femmes est très liée à l'expérience de Roland Dorgelès lui-même, puisqu'il a connu des déboires amoureux avec son amante Madeleine pendant la guerre. Ses lettres se sont faites de plus en plus rares et elle voyait en réalité un autre homme pour qui elle a ensuite quitté l'écrivain. Il s'attaque également dans chacun de ses romans aux mercantis, aux embusqués et à tous les profiteurs de guerre. Il faut également noter son antimilitarisme qui apparaît à travers une critique régulière de l'état-major qui envoie les soldats à la mort sans le moindre scrupule. Chez Dorgelès, tous ceux qui manquent de respect à la mémoire des soldats ou qui tentent d'ignorer leurs sacrifices sont mis en accusation. Après la guerre et la parution des Croix de Bois et du Cabaret de la Belle Femme, Roland Dorgelès continue à prendre à cœur son rôle d'écrivain et de témoin. Il s'engage rapidement dans plusieurs associations d'intellectuels, en particulier l'association des écrivains combattants, l'AEC. Il est aux côtés de 79 autres anciens combattants, dont Pierre Macorlan, l'un des premiers adhérents de l'AEC, fondé le 27 juin 1919 par José Germain, et dont le manifeste est publié le 2 juillet. À ce moment-là, Les Croix de Bois rencontrent un grand succès, et la notoriété de Dorgelès est à son paroxysme, ce qui le motive à trouver une place dans la société d'après-guerre, en tant qu'auteur, mais aussi en tant que soldat ayant vécu dans les tranchées. Cette association interroge le lien entre expérience et représentation en nouant ces deux aspects dans une relation d'interdépendance. C'est parce qu'ils ont vécu la guerre que tous ces auteurs sont légitimes pour la représenter et l'écrire, c'est même leur destinée.
C'est à travers leur production que la société tout entière pourra appréhender le conflit de 14-18. Tous veulent voir la mémoire de la Grande Guerre se perpétuer et tous comptent agir pour permettre aux souvenirs de rester au cœur de la reconstruction sociale. Le manifeste de l'AEC nous éclaire sur tous ses objectifs. Les signataires font le constat d'une rupture avec les non-combattants, l'oubli épaissit les ténèbres et eux-mêmes s'y sentent relégués. Il est inconcevable de laisser la Grande Guerre appartenir au passé. Comme le souligne l'historien Antoine Pro, l'ancien combattant n'est pas un homme qui fait l'éloge de la guerre ou des vertus guerrières, c'est plus simplement un homme qui refuse de rayer de sa vie comme si elle n'avait jamais été une expérience majeure dont il n'a pas lieu de rougir. Pour les signataires du manifeste, je cite, « Cette guerre, malgré son horreur et justement à cause de cette horreur, est l'événement décisif, l'axe frémissant de toute l'histoire humaine. » Dorgelès appartient donc dans la société d'après-guerre à un bataillon rassemblé d'écrivains et de poètes qui veut faire face à la masse oublieuse de la société française qui, malgré la fièvre commémorative, n'ose pas regarder en face la réalité de l'événement et la souffrance des soldats. Les écrivains sont toujours des soldats, mais ils combattent cette fois pour leurs camarades, contre leur oubli, qui est considéré comme une seconde mort. En cela, il est plus qu'évident que les romans de Dorgelès prennent une portée éthique, à travers la défense d'un idéal de justice et de vérité, hérité de l'esprit combattant, que tous ces auteurs définissent par des valeurs communes, fraternité, générosité et oubli de soi-même. Cette camaraderie, cette solidarité sincère et durable, est dépeinte dans Les Croix de Bois qui met en scène une escouade dans laquelle les personnages types, inspirés de personnes réelles, permettent à chacun de s'identifier. À partir d'un roman, Dorgelès propose au lecteur de découvrir l'atmosphère du front et d'adhérer aux valeurs des protagonistes. Nous avons vu que l'écriture de Dorgelès repose sur une fictionnalisation d'événements et de situations réellement vécues par l'auteur. Il floute volontiers les repères de ses lecteurs au nom d'une représentation plus collective et universelle de la guerre. Roland Dorgelès assume son ambition, ne pas raconter ma guerre, mais la guerre. Or, tous les combattants se reconnaissent-ils vraiment dans Les Croix de Bois ? En 1929, un ancien combattant et historien, Jean-Antoine Cru, fait paraître un ouvrage de 735 pages. Ce livre prétend faire l'inventaire des témoignages sur la Grande Guerre et surtout déterminer la valeur de chacun. Son titre, Témoins, essai d'analyse et de critique des souvenirs de combattants, édité en français de 1915 à 1928. Cette étude, malgré sa densité et sa complexité, a fait beaucoup de bruit à l'époque de sa sortie, et pour cause, si Jean-Antoine Cru loue la valeur de certains témoignages, il n'en attaque pas moins certains grands succès de librairie. 3 livres subissent en particulier ses foudres, Le Feu d'Henri Barbusse, Gaspard de René Benjamin et Les Croix de Bois de Roland Dorgelès. Jean-Antoine Cru ne s'intéresse dans l'œuvre de Roland Dorgelès qu'aux Croix de Bois, jugeant les autres ouvrages sans intérêt. Après avoir repris les états de service de Dorgelès, comme il le fait pour tous les autres témoins, il commence son analyse reprochant à Henri Barbusse, René Benjamin et Roland Dorgelès d'avoir préféré leur imagination à leur expérience du sujet. C'est donc bien un conflit entre expérience et représentation qui se déploie ici. L'historien leur reproche, je cite, « des excès, des abus, des exagérations, des déformations, des efforts toujours visibles pour atteindre au sensationnel ou au trait d'esprit. Bref, pas suffisamment d'authenticité et de sens du réalisme. » Dorgelès est le plus accablé des 3 auteurs car, selon Cru, il ne recherche que le succès et n'a pas une démarche sincère. Dans la notice sur Henri Barbusse, il soupçonne même les 2 écrivains de ne pas avoir vu le feu. Autant dire que l'attaque est non seulement virulente, mais aussi dans ce cas précis injuste. À ses yeux, l'absence de repères spatio-temporels dans Les Croix de Bois tient davantage à une volonté de dissimuler une ignorance quant à la vie au front qu'à un effet littéraire permettant de rendre compte d'une universalité de l'expérience de guerre. Il considère également que les détails donnés par l'écrivain sont erronés et non conformes à la réalité de la guerre. Néanmoins, nombreux sont les témoins qui contredisent ces critiques. Barbusse soutient Dorgelès tout en se défendant lui-même. Les anciens camarades du 39e régiment d'infanterie affirment se reconnaître dans les scènes dépeintes dans Les Croix de Bois, et d'autres personnalités prennent position contre Jean-Antoine Cru, comme le critique littéraire Benjamin Crémieux et l'historien Jules Isaac. Jean-Antoine Cru voulait présenter au public les témoignages qui, selon lui, étaient dignes d'intérêt et rendaient le mieux compte de la réalité du front. Il était nécessaire, après-guerre, que les civils comprennent ce que les soldats avaient vécu.
Jean Norton Crue refuse de se voir dépossédé de son vécu de la guerre à cause de romans donnant une fausse idée des tranchées et des combats. Il reproche ainsi à ses écrivains de faire croire que leur guerre, qu'ils considèrent comme fantasmée, a été celle de tous. Or, en déployant cette critique, il adopte le même biais. Il prétend que sa propre guerre est celle que tous ont vécue, et que l'expérience des écrivains sur laquelle reposent leurs romans n'est que mensonge ou exagération. Ce dont témoigne cette affaire, c'est d'une réelle inquiétude quant à la transmission de l'expérience de guerre. La multitude de discours et de représentations apporte une confusion. Et au-delà de cela, à l'époque où Jean-Antoine Crue publie Témoins, en 1929, il commence à être nécessaire d'écrire une véritable histoire de la Grande Guerre, et donc de trouver des documents, des sources fiables. Il y a une volonté de dépasser l'affectif et l'émotionnel pour proposer du rationnel. Jean Norton Crue rejette ainsi les témoignages qu'il juge trop littéraires, sous prétexte que le romanesque ne saurait être historiquement valable. C'est aussi nier la vertu cathartique de l'écriture romanesque, qui permet d'évacuer des traumatismes, de soulager une obsession, à travers une forme d'écriture différente des journaux ou des correspondances tenues au quotidien. Sans se substituer aux documents et récits historiques, le roman a aussi un rôle essentiel à jouer sur le plan de la gestion individuelle et collective, du deuil, du traumatisme et de la reconstruction. Tout au long de son œuvre, Dorgelès ne peut séparer la représentation de la guerre de l'expérience. Les deux aspects sont indissociables. Pour écrire Le Réveil des morts, que nous avons déjà brièvement évoqué, il se rend sur l'ancien front et observe pendant plusieurs semaines le retour des populations et les différentes étapes de la reconstruction du chemin des dames. Cela lui permet de mettre en avant plusieurs problèmes dans la société d'après-guerre. Par exemple, il interroge l'apparente ferveur commémorative qui dissimule en réalité un business lucratif, très profitable aux industriels les moins scrupuleux. Il met également en scène la méfiance généralisée d'une grande partie des anciens combattants envers la gente féminine, soupçonnée d'infidélité et de légèreté. L'ensemble sous-tend une problématique plus générale, qui est celle du devoir de mémoire et de la reconnaissance du sacrifice des soldats par la population civile plus particulièrement. Bleu Horizon, déjà évoqué également, est un ouvrage qui, en raison de son caractère composite et de sa grande diversité, on y trouve par exemple un scénario, des récits autobiographiques, des photographies et des dessins, permet aussi de rendre compte de la multitude de réflexions que la Grande Guerre a soulevées chez Dorgelès. La guerre apparaît comme un événement matriciel et fondateur pour l'écrivain, puisqu'il lui donne une place centrale dans son autobiographie, Au beau temps de la butte, paru en 1945, dans laquelle on retrouve toute sa nostalgie pour la Bohème montmartroise, douce époque appartenant désormais à un passé révolu et idéalisé, celui de l'innocence et du rêve, où tout semblait encore possible, quand le monde n'avait pas encore pris conscience de son extrême violence et de sa fragilité. En 1954, il conclut ses écrits sur la Première Guerre mondiale par la parution du Tombeau des poètes 1914-1918. Il se livre à un hommage anthologique aux poètes morts au combat. Pour la plupart, les auteurs évoqués sont aujourd'hui oubliés, mais Dorgelès s'est efforcé, à travers ce texte, de partager sa propre notoriété avec ces soldats poètes qui n'ont pas pu marquer la mémoire de leurs mots. Toutes ces œuvres sur la Grande Guerre, ainsi que leurs multiples rééditions au fil du siècle, ont eu pour but de ne pas laisser les combattants défunts tomber dans l'oubli, et de permettre aux survivants d'occuper dans la société la place qu'ils considèrent avoir méritée par leur expérience des tranchées. La Seconde Guerre mondiale ravive évidemment le souvenir de la Grande Guerre. Le fait d'y avoir participé, d'avoir pu en témoigner, et d'en avoir tiré une certaine notoriété, semble donner à Dorgelès une expertise sur les questions militaires et politiques. Il publie plusieurs ouvrages sur les régimes totalitaires, la drôle de guerre et l'occupation. Entre 1939 et 1940, il est correspondant de guerre pour le journal Gringoire, expérience dont il tire Retour au front, une compilation de ses articles et observations parus en 1940. Tout passe par le filtre de son regard d'ancien combattant de 14-18. Pour conclure cette présentation, j'aimerais insister sur le fait que représenter la Grande Guerre, l'écrire, n'est pas pour Dorgelès l'affaire d'un livre, mais bien d'une vie. Elle est le motif obsessionnel de son œuvre, et il la voit, comme plusieurs de ses contemporains, comme l'événement fondateur et la clé de lecture de tout le XXe siècle. Même lorsqu'une grande partie de la société souhaite tourner la page de ce conflit, Dorgelès refuse et combat l'oubli. Il en fait une cause,
au nom de tous les soldats, morts ou survivants, et montre clairement le rôle qu'il souhaite assumer, celui de l'écrivain combattant dans toutes les acceptions que peut prendre ce terme. Il se fait le passeur d'une expérience, la représente pour qu'elle reste dans les mémoires, la met en mots pour que la société se reconstruise sur des bases saines, héritées d'une camaraderie combattante bien souvent idéalisée.